Je suis policier dans le sud du New Jersey. Je fais ce métier depuis l'âge de 23 ans. La plupart du temps, ce n'est pas aussi excitant qu'on le dit. Il ne se passe pas grand-chose dans mon comté. En général, les pires appels concernent des troubles à l'ordre public ou un vol à l'étalage occasionnel, avec parfois des incidents plus graves. J'ai fait à peu près tous les quarts possibles. J'ai fait mon service de nuit et il y a eu des appels plus étranges pendant le service de nuit que pendant le service de jour. Mais cette fois-là, je travaillais de nuit. Je n'ai reçu aucun appel. Je roulais sur une route calme, sans lampadaire et bordée de bois. J'ai vu le reflet des feux arrière se refléter soudainement sur l'herbe à droite. En m'approchant, j'ai vu que la portière côté conducteur était ouverte. J'ai commencé à bifurquer sur l'herbe en ralentissant, bien décidé à sortir pour voir si le conducteur avait besoin d'aide. J'ai vu quelqu'un sortir de la voiture, rester près de la portière une seconde, puis s'enfuir dans les bois. J'ai appelé par radio les codes d'accès pour une personne ou un véhicule suspect. Puis je suis sorti, lampe torche allumée et main sur mon étui, au cas où. Dans cette situation, je devais m'attendre au pire. Je suis arrivé à la portière avant et j'ai regardé à l'intérieur, m'attendant presque à voir quelqu'un d'autre assis là, mais la voiture semblait vide. Une odeur nauséabonde émanait de l'intérieur, comme celle d'un animal en décomposition. J'ai appelé les bois pour demander s'il y avait quelqu'un et s'il avait besoin d'aide, et je me suis avancé jusqu'à la lisière des arbres en agitant la lampe torche. Je suis retourné à la voiture pour examiner de plus près l'intérieur du côté passager. Il y avait plusieurs mouchoirs et essuie-tout ensanglantés sur le sol, côté passager et sur les sièges arrière. Ils étaient trempés de sang, les papiers étaient entièrement rouges foncés. À un moment donné, en regardant à l'intérieur, j'ai entendu des pas dans les bois. Je me suis retourné avec ma lampe torche et j'ai crié « Sortez du bois !» Je n'ai vu personne. Quelqu'un se cachait là-dedans, et cela a été confirmé par une voix grave quelque part derrière les arbres et les buissons. Je n'avais aucune idée de ce que disait la voix. J'ai répondu « Montre-toi, tu es blessé ?» Je me suis préparé à dégainer mon arme en m'approchant un peu. J'ai répété « Tu es blessé ?» Aucune réponse. La voix que j'avais entendue auparavant ne ressemblait pas à celle d'une personne souffrante se vidant de son sang. De plus, pourquoi se précipiterait-il dans les bois à la vue d'une voiture de police? Il y avait quelque chose d'anormal. Je suis retourné à la voiture et j'ai demandé de l'aide. En examinant la voiture plus en détail, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de plaque d'immatriculation. Et en retournant à l'arrière, j'ai trouvé quelque chose qui m'a presque fait vomir sous le choc. Il y avait quelque chose de lourd enveloppé dans du papier absorbant taché de sang. Je l'ai déballé, ganté, et j'ai découvert une main coupée. Il m'a fallu une seconde pour comprendre de quoi il s'agissait, car elle était rouge foncé et maculée de sang. La situation est passée de 5 à 10. J'ai signalé par radio qu'il y avait un possible meurtre et que j'avais besoin de renfort. J'ai alors allumé les phares de ma voiture de patrouille pour aider les autres policiers à me localiser plus facilement. À l'arrivée des renforts, nous avons fouillé minutieusement les bois à la recherche d'éventuelles traces de sang, mais rien n'a été fait. Il n'y avait même pas de traces de sang provenant de la voiture, ce qui signifiait que la main et le sang sur les mouchoirs que j'avais trouvés ne provenaient peut-être pas de la personne que j'avais vue s'enfuir dans les bois. Finalement, l'unité canine a dû intervenir pour la retrouver. Des heures et des heures de recherche ont été effectuées, bien après l'aube, sans résultat. Le véhicule a été placé en garde à vue. Il avait été déclaré volé par un habitant d'une ville voisine, qui a déclaré ignorer qui avait pu voler sa voiture. Des empreintes digitales avaient été relevées sur le volant et des tests ADN avaient été effectués sur la main. Aucune correspondance n'avait été trouvée dans la base de données. À ce jour, aucune avancée n'a été réalisée pour identifier le conducteur de cette voiture et déterminer à qui appartenait la main coupée. Mon partenaire et moi sommes affectés à une unité du bureau du shérif chargé des attaches aux bracelets électroniques. Une nuit, alors que nous recherchions une personne ayant échappé au programme, nous avons suivi sa dernière localisation, connue jusqu'à un quartier plutôt ombragé de notre comté. Les arrêts habituels sont rares, mais celui-ci a été déstabilisant dès le début. Mon partenaire s'est dirigé vers la porte d'entrée, tandis que je tenais le côté de la maison, le fixant du regard. Après avoir frappé à la porte, nous avons entendu du mouvement à l'intérieur. Lorsque la porte s'est ouverte, une femme d'âge moyen a lentement jeté un coup d'œil par la porte et m'a regardé droit dans les yeux. Elle ne savait absolument pas où je me trouvais. Je n'étais en vue d'aucune fenêtre, ni à l'avant ni sur le côté de la maison. Ce qui était étrange, c'est que la plupart des gens répondaient à la personne à la porte d'entrée, sans regarder d'abord sur le côté de la maison. Au bout d'un moment, elle nous a laissé entrer après que nous lui ayons demandé si elle savait qui était Camille, celle que nous recherchions. Elle a marmonné quelque chose comme quoi elle était là.
Les choses ont basculé immédiatement, lorsqu'elle s'est mise à quatre pattes et a commencé à se traîner par terre en appelant Camille. Cette dame souffrait de troubles mentaux évidents, et nous avons supposé que Camille était une sorte de gardienne. Nous savions tous les deux que la situation était étrange, mais nous avons commencé à fouiller la maison. Pendant tout ce temps, cette femme appelait Camille, sans jamais se relever, nous suivant simplement par terre. Il devait être environ 20 heures, et il faisait nuit dehors. Une seule lumière était allumée à l'intérieur. Il n'y avait ni télévision ni appareil électronique. La maison dégageait une atmosphère étrange. La disposition de cette maison ancienne comptait environ 4 chambres et 2 étages. Chaque fois que je quittais une pièce, je jurais que je me retrouvais dans une partie de la maison que je ne venais pas de visiter. J'entrais dans un couloir et j'avais l'impression d'être dans une autre partie de la maison, comme si j'étais entré dans un vide dimensionnel. La femme se tenait parfois juste derrière moi sans faire un bruit. Je commençais à me demander comment tout cela était possible. À un moment donné, nous sommes entrés tous les deux à l'étage, qui semblait être un étage normal avec des chambres, ou peut-être une salle de bain en haut. Nous avons essayé d'ouvrir la porte, mais elle n'a pas bougé au début. On aurait dit qu'elle avait été scellée, comme recouverte de peinture, et que de la peinture avait séché dans les joints. Après un petit effort supplémentaire, la porte s'est ouverte, révélant un grenier et non des chambres. Si vous vous souvenez d'une activité paranormale, quand un homme trouve une photo de sa femme et de son enfant dans l'isolation, c'est bien à cela que cela ressemblait. Il n'y avait rien d'autre que des rangements, de l'isolation et une ampoule à l'ancienne avec une guirlande électrique suspendue. La dame était assise en bas de l'escalier et nous observait, appelant Camille de temps en temps. Après ce qui m'a semblé durer 1 heure à fouiller la maison, à fouiller des pièces que je venais de quitter, j'aurais juré, nous avons appelé et fait le ménage. En partant, la femme se tenait juste devant la porte, nous observant tandis que nous partions. D'après l'heure à laquelle nous avons appelé le central et la date de notre départ, nous n'y sommes restés que 20 minutes. J'ai eu l'impression d'y être resté bien plus d'1 heure ou 2. Je ne sais pas ce qui était le plus troublant. Qu'il soit tard le soir, que la dame crie le nom de Camille en se déplaçant à 4 pattes, qu'elle apparaisse discrètement derrière moi alors que je ne l'avais pas entendu bouger, ou qu'elle se tenait à la porte, nous observant simplement tandis que nous partions. Nous ne sommes jamais retournés dans cette maison. Ma famille et moi vivons au cœur de la Géorgie. Peu d'histoires nous viennent de cette région, et celle que je vais partager nous en réjouit. Mon cousin, que j'appellerai Bob, est policier depuis 5 ans. Il est entré dans la police avec les yeux brillants et optimistes, comme beaucoup, je suppose. Ça peut paraître cliché, mais il voulait vraiment faire une différence et contribuer à améliorer la vie des habitants de sa communauté. Un jour, ils ont reçu une alerte provenant d'une maison quelque par entre Mâcon et Roberta. À en croire Bob, c'était un endroit que les gens croyaient abandonné depuis des années, ce qui donne une idée de l'état dans lequel se trouvait la maison. Bref, à leur arrivée, un homme âgé était assis sur les marches devant la porte d'entrée, les mains dans les poches. Bob et l'autre policier se sont approchés de lui et ont été alarmés de voir que l'homme pleurait. Enfin, pas vraiment, mais sanglotait, et il marmonnait quelque chose pour lui-même sur l'horreur de la situation. Ils ont essayé d'interroger l'homme, mais il était complètement incohérent. Il n'a fallu que quelques secondes pour comprendre que le pauvre homme était traumatisé. Alors que son partenaire appelait une autre voiture, Bob sortit son arme et décida d'entrer dans la maison. L'odeur était nauséabonde. Il me dit que la cuisine et le salon étaient un véritable désastre. Il était clair que les propriétaires étaient des accumulateurs compulsifs. Des casseroles et des poêles empilés jusqu'au plafond, de la nourriture avariée sur la table, des boîtes de plats emportées éparpillées sur le sol. Dégoûtant. Comme le veut la procédure, Bob appela pour voir si quelqu'un répondrait. Silence. Il m'a dit que malgré tout son entraînement et son expérience de ces 5 dernières années, son rythme cardiaque s'accélérait déjà. Arme à la main, il inspecta le salon et constata qu'il n'y avait personne non plus. Il traversa le couloir où l'odeur s'intensifiait. Alors que la situation devenait insupportable, il se couvrit la bouche et le nez et ouvrit la porte de ce qu'il soupçonnait être la chambre. Dans le lit se trouvaient 2 cadavres à la peau grise et couverts de mouches. Malgré son estomac noué, Bob décida d'y aller pour les examiner de plus près, une décision qu'il dit regretter depuis. L'un des cadavres était celui d'un homme, l'autre d'une femme. La peau de leur visage commençait déjà à tomber et les mouches entraient et sortaient de leur bouche. Certaines se posaient sur leurs yeux. En inspectant le cadavre de la femme, Bob fut horrifié de découvrir qu'elle tenait un corps encore plus petit, celui d'un nourrisson. Ce n'est que lorsqu'un gros cafard sortit de la bouche du nourrisson mort que Bob sortit en courant de la maison, se plia en 2 et vomit son déjeuner sur les marches où l'homme était assis. Lorsque les autres voitures arrivèrent enfin, ils purent procéder à une inspection plus approfondie.
L'homme âgé que Bob et son associé avaient rencontré à leur arrivée était un ancien collègue et ami du défunt. Ils avaient travaillé ensemble dans une entreprise d'emballage de pêche. L'homme n'était pas revenu depuis plus d'une semaine et était allé chez eux pour voir s'il allait bien. Le pauvre homme avait été le premier à voir cette horrible scène dans la chambre. L'histoire qu'ils avaient inventée était que le couple était devenu dépendant aux opioïdes. Après une opération un an environ auparavant, ils avaient commencé à abuser des analgésiques ensemble et la dépendance s'était intensifiée jusqu'à ce qu'ils se piquent et sniffent de l'héroïne. Leur fille, âgée de 2 ans à peine, était morte de négligence. Lorsque le mari et la femme ont découvert le corps de leur bébé, ils ont fini par craquer et ont décidé de se suicider. Le coroner a trouvé suffisamment d'héroïne dans leur corps pour les tuer 2 fois. Bob est toujours policier, mais il a commencé à boire un peu trop après cela. Il suit une thérapie et a depuis réussi à contrôler sa consommation d'alcool. Mais presque à chaque fois que nous discutons, il dit qu'il fait encore des cauchemars à propos du corps de ce pauvre enfant. Et dans ces cauchemars, le bébé pleure toujours. J'ai un jour répondu à un appel concernant une possible effraction. Une jeune femme vivant seule a appelé, effrayée, disant qu'en rentrant chez elle, elle avait trouvé une fenêtre cassée en bas, mais que rien ne semblait avoir été volé et qu'elle ne trouvait personne à l'intérieur. Mais en montant se coucher, elle a cru entendre des pas en bas. Sa communication a été coupée peu après et la femme n'a pas répondu à mes tentatives de rappel. J'ai pris l'appel et je suis arrivé à la petite maison. Je suis allé frapper à la porte d'entrée et, au bout d'1 minute, j'ai frappé à nouveau et j'ai appuyé sur la sonnette. Après 1 minute, j'ai réessayé, cette fois en frappant très fort et en sonnant à nouveau. Comme il n'y avait pas de réponse, j'ai décidé d'inspecter la maison. J'ai fait le tour de la maison et j'ai trouvé la fenêtre cassée. C'était une fenêtre assez grande pour que je puisse la franchir facilement. J'ai passé la tête dans la maison sombre et j'ai crié à la police. C'était le silence. J'ai prévenu le central par radio que la maison semblait silencieuse. D'autres policiers étaient en route, mais je ne me sentais pas à l'aise d'attendre au cas où quelqu'un serait réellement en danger dans la maison. J'ai prévenu par radio que j'entrais dans la maison par la fenêtre, puis je l'ai franchie. J'ai enjambé les éclats de verre pour entrer dans la cuisine. J'ai dégainé mon arme et j'ai commencé à traverser la cuisine en entendant le verre craquer sous mes bottes. J'ai crié à l'intérieur pour signaler ma présence de policier à tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Je n'ai entendu aucun pas, alors je suis monté à l'étage. La femme au téléphone avait dit au central qu'elle avait entendu des pas en bas, ce qui signifiait que sa chambre était à l'étage. Je ne cherchais pas à être trop silencieux en montant les escaliers, mais je ne piétinais pas non plus. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Si quelqu'un armé était dans la maison ou si la femme était seule au lit. J'ai dit « Madame, c'est un policier, êtes-vous là ?» Et j'ai entendu une douce voix féminine venant d'en haut dire « Oui ». J'ai suivi la voix jusqu'à l'une des chambres où j'ai vu une femme assise dans son lit, sous les couvertures. Elle m'a regardé et je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a répondu que oui. J'ai remarqué un léger tremblement dans sa voix. J'ai éteint les lumières de la chambre pendant que je la regardais. La lumière naturelle de la lune était suffisante pour que je puisse observer son expression. Elle semblait bouleversée. Je lui ai dit que je répondais à son appel, puis je lui ai demandé pourquoi elle avait raccroché et n'avait pas répondu au rappel. Elle a bégayé et m'a répondu qu'il n'y avait personne. J'ai compris ce qui se passait. J'ai regardé le placard et lui ai fait un léger signe de tête. Elle a légèrement secoué la tête. J'ai regardé sous le lit et je l'ai pointé du doigt et elle a fait oui de la tête. La pression de la décision à prendre était énorme. La meilleure idée que j'ai eue sur le coup a été de lui dire « D'accord, madame, j'ai juste besoin que vous signiez ce rapport attestant que j'étais là et qu'il n'y avait rien d'anormal. » Elle a accepté, s'est levée du lit et est venue vers moi. Lorsqu'elle a été assez près, je l'ai poussée hors de la pièce, puis j'ai sorti mon arme et j'ai crié « Sortez de sous le lit !» J'étais encore sous le choc lorsque j'ai vu une silhouette sombre sortir lentement de sous le lit. J'ai ordonné « Les mains d'abord et lâchez vos armes !» J'ai entendu le bruit métallique d'un objet qui tombait au sol, qui s'est avéré être une arme à feu. Un homme d'âge moyen, tout de noir vêtu, est sorti de sous le lit, les mains en l'air. J'ai procédé à son arrestation sur le champ et je l'ai fait sortir, juste au moment où les autres policiers arrivaient. La femme avait raccroché au nez de la police en pensant que les pas venaient de l'étage et elle ne voulait pas que l'intrus entende le son de l'appel. C'est aussi pour cette raison qu'elle n'a pas décroché. À ce moment-là, l'intrus était entré dans la chambre et l'avait menacé d'une arme. Et comme la police arrivait déjà, pour une raison inconnue, au lieu de fuir les lieux, l'intrus a menacé de tirer sur la femme si elle faisait du bruit à l'arrivée des policiers. Après l'avoir sonné, il s'est caché sous le lit et lui a dit de faire semblant d'être absent. Je suis content d'avoir pu comprendre la situation. Ça aurait pu tourner autrement.